Merci beaucoup. Ouais, donc bonjour à tous encore une fois. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de venir en Tunisie. Je vais donc vous parler de cette étude et je remercie Merck de nous avoir permis de nous avoir permis de la réaliser. Alors juste pour vous expliquer un petit peu le contexte, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous rapporter comme résultat, peut au final être un peu dérangeant. Pourquoi? Parce que on a tous, moi le premier, été éduqués avec les hormones sont toutes les mêmes. Même si elles ont des bioactivités différentes, elles sont censées, sur toutes les études qu'on voit, globalement donner toujours les mêmes résultats. On nous dit il n'y a pas de différence. Et du coup, on prescrit avec ça toujours en tête. On peut avoir des préférences pour tel ou tel produit, mais à la fin, on va prescrire en fonction de ce qu'on pense être bon pour la patiente, mais toujours avec en trame de fond le fait d'avoir dans un coin de la tête que de toute façon, ça ne devrait pas changer grand-chose puisqu'elles sont plus ou moins quand même toutes équivalentes en termes de résultats. Alors, juste, c'est quoi le résultat? C'est comment on mesure le succès en fécondation in vitro. Eh ben, il y a plusieurs moyens de le faire. Ça peut être les effets secondaires, ça peut être le taux de grossesse, ça peut être les taux cumulés de grossesse, ça peut être la satisfaction des patientes, ça peut être le nombre d'annulations, le coût efficacité, le temps pour arriver à la grossesse. Tout ça, c'est des mesures valables, finalement, de mesure de l'efficacité du succès de la FIV. Il y a un truc qui est commun de toute façon, à part les patientes, bien sûr, et la femme qu'on a en face de nous, c'est le fait qu'il va falloir la traiter avec des hormones. Donc les hormones, c'est à base de FSH. Quelle que soit l'activité, le type de produit que vous allez utiliser, c'est la FSH qui va stimuler. Et on sait qu'en fonction des produits que vous allez utiliser, eh bien, l'origine de la FSH peut différer, les méthodes de production et de purification peuvent varier, et donc ça va avoir des conséquences en termes de pureté, en termes de profil de dégradation, de profil de glycosylation, de coefficients isoélectriques. Et tout ça va derrière encore modifier, amener à des variations qui pourraient affecter soit l'activité biologique, soit la demi-vie du produit. Et à la fin de ça, eh ben vous avez l'effet sur votre patiente qui peut donc s'expliquer qui va différer d'une femme à l'autre et d'un produit à l'autre. Alors, on en a parlé juste avant. On a tous aussi été éduqués avec le fait que le gold standard pour la recherche médicale, c'est les RCT. C'est vrai, c'est toujours vrai. C'est vrai, mais on sait que ces RCT, il y a des critères hyper stricts pour entrer dans un RCT. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, conduit, mais ou si vous regardez les critères d'inclusion, en fait, c'est l'enfer. La majorité des études qui sont faites en prospective randomisée, il y en a plein qui ne vont même pas au bout parce que tellement c'est compliqué de trouver les critères et d'arriver à faire rentrer les patientes parce que les cases sont vraiment très restreintes, et ben c'est compliqué derrière de généraliser et de dire, bon ben voilà, l'effet qu'on va retrouver, il va être vrai sûrement pour cette sous-population, mais de là l'étendre à toutes les patientes qui vont être traitées, c'est aujourd'hui pas possible. Et c'est une des principales limites des essais contrôlés randomisés. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, ce qu'il y a d'autre, c'est ce dont on vous a parlé avant, c'est les études en vie réelle. Ok. Elles ne sont pas parfaites non plus, personne n'a dit ça, et le but, ce n'est pas d'essayer de vous convaincre qu'il faut arrêter de regarder les RCT et ne faire que des études en vie réelle. Mais elles sont d'une grande aide aujourd'hui, et elles se développent dans plein de champs médicaux, on vous l'a dit tout à l'heure, pour le Covid, etc. On en a utilisé beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles permettent d'avoir un résultat qui permet d'avoir une vision globale de ce qu'il peut y avoir au sein d'une population beaucoup plus vaste que ce qu'on va avoir sur un essai contrôlé randomisé. Et en fait, au final, eh ben, ces deux grands types d'études, en 2023, eh ben, il faut les considérer de la même manière. Il y a des limites et des avantages pour l'une et pour l'autre, et en fait, elles sont parfaitement complémentaires l'une avec l'autre. Alors, ça, c'est ce que je vous disais en préambule. La majorité des RCT aujourd'hui vous disent, bon, il n'y a pas de différence entre une FSH d'origine urinaire, une FSH d'origine recombinante et même des biosimilaires. Je sais que vous ne les avez pas ici, mais nous, on en a beaucoup en France. Ils ont envahi le marché français. Donc c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui très présents aussi. Et donc, vous verrez qu'ils apparaîtront d'ailleurs dans cette étude. Mais aujourd'hui, c'est vrai que
quand on prenait... Alors, il faut aussi se rappeler que beaucoup de ces études qui montraient la même efficacité sont un peu anciennes. Et le endpoint, c'était quoi? C'était le taux de naissance. Le taux de naissance, aujourd'hui, on sait que, certes, c'est sans doute un marqueur de l'efficacité de la FIV, mais il y a mieux aujourd'hui. Il y a les taux cumulés de naissance. Pourquoi? Parce que maintenant, on congèle très bien les embryons. Et maintenant, on stimule beaucoup plus fort qu'on ne le faisait avant, parce que l'objectif, c'est d'avoir des ovocytes et d'avoir des embryons. Et les données qui montraient qu'il y avait une parfaite équivalence, a priori, en termes de taux de grossesse, ne s'intéressaient pas au taux cumulé de grossesse. Donc c'est quand même une limite qu'on peut avoir de ces anciennes études. Certes, elles montraient la même chose. On est sans doute peut-être pas très loin de la vérité, mais on est sur des choses qui se faisaient il y a un certain nombre d'années et qui ne correspondent plus exactement à ce qu'on fait aujourd'hui, la manière dont on traite nos patientes. Alors, est-ce qu'on a des données sur les gonadotrophines et les études en vie réelle? En fait, très très peu, puisque c'est des études qui sont quand même relativement récentes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une étude qui a été faite en Allemagne, un peu sur le même modèle que ce qu'on a fait, sur 8000 patientes qui avaient eu des FIV et où avait été montré qu'il y avait une supériorité en termes de taux de grossesse et de taux cumulé de grossesse quand on était avec une gonadotrophine recombinante alpha versus des HMG, des origines urinaires. Mais c'est vrai qu'on est quand même très limité. Il y a aussi, on en a une autre qui a été faite également sur des biosimilaires et qui montrait une meilleure efficacité de la FSH recombinante alpha versus son biosimilaire. Alors, quid de notre étude et de l'étude SNIRAM? Juste pour vous expliquer la législation française, quand on veut utiliser le système des données de santé, donc ce SNIR, le SNDS, les données de santé, en fait, tout ce qu'on fait, vous avez entendu parler du système de santé français, vous savez qu'on a une chance incroyable, tout est pris en charge, tout est couvert, c'est magnifique, et tout remonte, par contre, dans des registres. Alors, ce n'est pas les mêmes registres que les registres dans les pays nordiques, mais c'est des registres sur la base des systèmes de remboursement. Donc, en fait, on a quand même beaucoup de données sur les hospitalisations, le profil des patientes, etc. Quand on veut récupérer ces données, tout le monde en soi peut demander, et toute compagnie pharmaceutique peut faire une demande pour récupérer les données pour une thématique qui l'intéresse. Donc il dépose auprès des autorités de santé cette demande, il dit je veux faire une étude, c'est ce qu'a fait Merck, on veut faire une étude pour regarder les taux de succès de la FIV en fonction des gonadotrophines. OK. Dans ce cas-là, l'autorité de santé dit quoi? On vous met à disposition de la base, mais avec des conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est vous faites ça avec un organisme de stats qui est reconnu, donc a priori pas n'importe qui pour faire les stats, et vous vous engagez, quels que soient les résultats, à les publier dans les 6 mois, une fois que vous avez vos résultats. Il y a une obligation de publication des résultats. On s'engage et le laboratoire s'engage à faire ça et les gens qui participent à l'étude s'engagent à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le résultat, qu'il soit positif ou négatif, il y a un risque qui est pris par les gens qui font la demande de cette récupération de base de données. Là, en l'occurrence, Merck. Ils prenaient le risque en se disant, bon, ok, on pense que notre produit va donner des meilleurs résultats, mais ça se trouve, les données du SNDS ne vont pas nous montrer ça. Et s'ils ne nous montrent pas ça, on sera quand même obligé, nous, Merck, d'aller publier qu'une autre molécule est plus efficace. Donc il y a quand même une grosse part de risque là-dedans, dans un cadre qui est quand même très contrôlé. Donc c'est potentiellement, on va dire, casse-gueule. Ça a été fait, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que de toute façon, c'est aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, on en a beaucoup besoin pour avancer, et ça permet d'avoir d'autres types de recherches qu'aujourd'hui, l'État ou les systèmes de santé ne peuvent pas aujourd'hui mettre en place, faute de moyens, tout simplement. Donc ça, c'est le contexte global. Et il faut savoir que la sécurité sociale, elle couvre aujourd'hui 90%, 99% de la population française. Donc en gros, c'est quand même très, très exhaustif. Alors l'objectif de l'étude, c'était d'essayer de décrire un peu le parcours en FIV en France et de voir l'efficacité de différentes gonadotrophines, que ce soit la FSH d'origine recombinante alpha, donc le Gonalef pour nous, le Ménopure qui est là qui sont les gonadotrophines d'origine urinaire et les biosimilaires. Il y en a 2 en France, Bemfola, Ovalip.
et c'était d'essayer de voir leur efficacité en termes de taux de grossesse et de taux cumulé de grossesse. Et on s'est aussi intéressé aux effets indésirables, c'était un des objectifs secondaires. Alors aujourd'hui, cette étude, elle comprenait 153 000, un peu plus de 153 000 femmes, plus de 245 000 cycles de stimulation, ce qui est quand même assez énorme. C'est ça l'intérêt des études en vie réelle, c'est qu'on a vraiment une population extrêmement importante. Et donc, c'était des femmes qui avaient eu au minimum un cycle de stimulation ovarienne avec un prélèvement d'ovocytes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018. Donc, on avait des dates index 30 jours avant la ponction pour être sûr que ce soit la ponction en lien avec cette stimulation. Et 6 mois après, la prescription de gonadotrophine pour pas qu'on soit à distance trop importante et que ça biaise les données. Et qu'il fallait, entre 2 dates index éventuelles, il fallait au minimum 30 jours pour être certain que ce soit à chaque fois qu'on rattache la prescription d'hormones à la stimulation et au prélèvement d'ovocytes qui correspond. Donc, objectifs principaux, le taux de naissance et les taux cumulés de naissance, donc taux de naissance en transfert frais, taux cumulé, frais plus congelé. Et en objectif secondaire, les effets secondaires graves, donc ceux qui conduisaient en gros à une hospitalisation, donc en plus ou moins principalement le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. On a analysé des covariables, on a pris en compte ce qu'on avait dans la base, donc l'âge, le type de centre, public, privé, le type de pré-traitement, que ce soit des oestrogènes, la pilule ou autre, ou la progestérone, le nombre d'inséminations éventuellement qui avaient été faites avant, le nombre de prélèvements d'ovocytes pour FIV qui avait été fait avant, l'année du prélèvement d'ovocytes, l'existence de fausses couches qui auraient conduit à une hospitalisation. On n'avait pas les fausses couches qui ne conduisaient pas à une hospitalisation. Celles-là, elles ne sont pas répertoriées dans le SNDS. Et les grossesses qu'il y aurait pu y avoir avant avec les accouchements, qui auraient conduit à un accouchement. Et donc, toutes ces covariables, à partir de la base SNDS, avaient été présélectionnées par un comité d'experts, dont moi je faisais partie, et avec un certain nombre d'autres experts pour définir les covariables qui pourraient nous intéresser pour cette étude. L'analyse statistique, elle a été faite. Bon, peu importe, je ne vais pas vous détailler si vous voulez des détails, on en reparlera après. Et maintenant, venons-en aux résultats. Donc, je vous l'ai dit, on a sélectionné à la fin 153 000 femmes et on a fait analyser plus de 245 000 cycles de stimulation. Ces femmes étaient parfaitement comparables dans le groupe FSH, dans le groupe biosimilaire et dans le groupe HMG sur toutes les caractéristiques cliniques, en termes d'âge, en termes de BMI, en termes de type de centre, en termes de toutes les variables que je vous ai mentionnées avant. Il n'y avait pas de différence, donc elles étaient comparables. Même nombre d'inséminations intra-utérines initialement, même nombre de stimulations au préalable. Donc vraiment, alors c'est des grosses données, il y a beaucoup de données, donc ça lisse les choses et effectivement à la fin, on a des patientes qui sont comparables. Et quand on regardait les résultats, on regarde d'une part en taux de naissance et en termes de taux cumulés. Donc en frais, quand on compare FSH recombinante alpha original avec les produits d'origine urinaire, on retrouve 7% moins de chances avec les urinaires qu'avec les recombinantes en termes de taux de naissance après un transfert frais. Si on prend les taux cumulés de grossesse, la différence, elle monte à 11%. On a eu la même tendance et les mêmes résultats avec les biosimilaires. 19% de chances en moins avec les biosimilaires sur des taux de transfert en frais, en taux de naissance, et 14% quand on s'intéressait au taux cumulé de grossesse. Donc voilà les résultats principaux de ce qu'on pouvait en tirer. Après, on a regardé quand même en termes d'âge, tranche d'âge par tranche d'âge. Donc on a fait des tranches d'âge 18-29, 30-34, 35-37, 38-40, 41-43. Et la tendance était la même. On retrouvait à chaque fois la même chose. On allait en faveur de la FSH recombinante versus les urinaires et pareil avec les biosimilaires. Et qu'on applique une politique de freeze-all ou pas, parce que sur la fin, l'étude s'arrête en 2018, mais il commençait déjà à y avoir l'émergence du freeze-all avec des stimulations plus fortes que plus comme ce qu'on fait aujourd'hui.
eh bien, il n'y avait pas de différence non plus. Donc, en fait, on arrivait à chaque fois à la conclusion que la FSH recombinante donnait des meilleurs résultats en termes de taux de grossesse et de grossesse cumulée, quelle que soit la tranche d'âge analysée et quel que soit le type de stratégie, freeze-all ou pas. Exactement la même chose avec les biosimilaires, même résultat. La dernière chose qu'on a fait d'un point de vue statistique, c'est d'essayer d'ajuster pour essayer d'avoir le minimum de facteurs confondants. On voulait se dire que les résultats étaient le plus robustes possible, donc on a ajusté sur tous les facteurs possibles et imaginables. Et donc on a utilisé une méthodologie qui s'appelle un score de propension. Donc on a fait ça sur la première tentative, une patiente qui avait eu une première stimulation ovarienne et une seule. Et donc, on a calculé ce score pour essayer d'avoir deux groupes parfaitement comparables en tout point de vue. Et donc, on a mis dans ce score de propension l'âge, le pré-traitement, tout ce que je vous ai dit avant, le type de centre, public-privé, nombre d'insèmes, le nombre de fausses couches, etc. Donc, c'était pour essayer d'avoir, pour montrer éventuellement que le résultat global qu'on avait restait vrai quand on avait vraiment une population, on acceptait d'avoir une population un peu moindre, mais qui était sans doute encore plus comparable. Et là, exactement la même chose, comparaison recombinante versus urinaire, 8% de chance en moins avec les urinaires comparativement aux recombinantes, et pareil avec les biosimilaires, la même chose. En termes de safety rapidement, je vous ai dit principalement le syndrome d'hyperstimulation ovarienne parce qu'il fallait que ça conduise à une hospitalisation. Aucune différence, que ce soit avec la FSH recombinante, les urinaires ou les biosimilaires. Donc globalement, si on résume ce qu'on a trouvé comme résultat, en termes que ce soit pour les urinaires ou les biosimilaires, on avait des taux de grossesse en transfert frais, donc en taux de naissance après transfert frais qui étaient moindres que ce qu'on pouvait avoir avec une FSH recombinante, et exactement pareil quand on s'intéressait au taux cumulé de grossesse. On avait la même chose. Ces résultats, ils sont finalement, quand on s'intéresse aux 2-3 études en vie réelle qui existent aujourd'hui, ils sont concordants. Il y en a d'autres qui sont en cours et qui vont avoir une tendance à montrer la même chose. Donc ce n'est pas uniquement une spécificité française, on a trouvé la même chose en Allemagne, on trouve la même chose dans des pays d'Asie. Et du coup, ça questionne forcément par rapport à tout ce qu'on a eu l'habitude d'entendre et tout ce qu'on a eu, ce avec quoi on a été éduqué. Et peut-être que ça va ou doit conduire, que ce soit nous à modifier nos prescriptions ou les autorités de santé à se dire, bah voilà, mais vous me montrez qu'elles sont peut-être pas si équivalentes que ça, c'est pas les mêmes produits à la base, hein, et donc c'est pas forcément idiot de penser qu'elles donnent pas les mêmes résultats. Donc la prochaine étape, c'est soit les autorités de santé s'emparent de ces résultats pour en refaire une étude par-dessus qui va confirmer ou pas ce qui a été trouvé. Il n'y a pas de raison qu'ils trouvent la même chose, une chose différente, pardon. De la même manière que si un autre laboratoire d'urinaire ou de biosimilaire prend la même base de données, ce sera la même, refait la même étude, ils sont censés trouver les mêmes résultats. Puisque je vous rappelle que Merck s'engageait à publier quels que soient les résultats. Il faudrait qu'ils passent par la même chose. Donc après, libre à eux de refaire l'étude si elle ne leur convient pas. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas faite et ils ne la feront sans doute pas parce qu'ils ne prendront pas le risque de tomber sur les mêmes résultats. Cet effet-là, meilleur avec les gonadotrophines recombinantes, a été montré quelle que soit la tranche d'âge des patientes analysées et quelle que soit la stratégie de traitement, application d'une politique de freeze-all ou pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette étude. J'attends vos commentaires, vos questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention.